sur plateforme Jeunes Citoyens. Qu'est-ce qui reste de l'histoire de la seule planète habitable aujourd'hui, la Terre? Il est bien à un moment critique de son histoire dont agir devient indispensable. Agir pour un monde meilleur, c'est laisser parler son cœur plutôt que sa raison. C'est accepter de changer, de se mettre en danger au service de l'humanité. Et peu d'entre nous sont capables de payer ce prix. Pourtant, pour les personnes qui l'acceptent, les possibilités s'ouvrant à elles sont multiples. Elles peuvent changer l'ordre des choses, défier l'impossible, apporter le progrès. Pour un monde plus juste, nous devons mettre notre capacité, si peu soit-elle, au service de cette belle planète, la Terre. Au moment où la jeunesse a perdu la confiance en elle, elle ne croit plus au rôle qui est le sien, celui de l'ambition de tout changer par la volonté d'apporter un plus à la société. Chaque instant, vous et moi sommes confrontés à des situations injustes qui nous choquent et qui nous révoltent. Et c'est précisément face à ces situations que l'audace d'agir devient indispensable. Comme nous le dit, non pas Emmanuel Mounier, mais Jean-Jacques Rousseau, agir de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en principe universel de la nature. C'est justement cette volonté de changer le monde qu'on met au service d'un idéal. Victor Hugo, figure emblématique du romantisme, mouvement dont la passion de nous dira, jeunes gens, ayons bon courage. Si Dieu pouvait nous faire le présent, l'avenir sera beau. Langustan Hugues, Claude Maquet, Édouard William Dubois, figures dominantes de la Renaissance, dans leur lutte nous appellent à la révolte individuelle et à la passion pour la liberté. Qui pour sauver l'humanité? Le disait François Hollande, il n'y a pas besoin d'espérer pour entreprendre, mais de réussir pour persévérer. Nous ne devons surtout pas nous satisfaire de notre quotidien et laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Non, nous devons agir pour tout changer. Rien n'est impossible. Et c'est dans ce sens qu'un auteur disait, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. Depuis très longtemps, le monde est gouverné par les présidents sur la base des élections, des dictateurs qui s'imposent et finissent par imposer leur succession, et les rois règnent de père en fils. La leçon politique de Montesquieu reste en effet dans ce sens pertinent. Puis, en cette 17e année du 21e siècle, chaque instant, nous entendons des mots comme guerre, raid, génocide, coup d'État, meurtre, attaque, crise, qui se solde par la mort de centaines de milliers de personnes par jour. Pourtant, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde était censé dire non. Non à la violence. Plus jamais ça. D'abord, à travers les conférences préparatoires à la réorganisation du monde, dans lesquelles les États partis s'engageaient à œuvrer en commun pour une paix durable. Entre autres, à travers les conférences de Moscou, de Dumbarton Oak, de Yalta, de Téhéran, ayant abouti à la naissance de la Charte des Nations Unies en 1945. Instance où les États décident ou au contraire décident de ne rien décider. À partir de ce moment est née la communauté internationale. Mais qu'est-ce que c'est que la communauté internationale? Quels sont les États qui la composent? A-t-elle un siège? Qui sont ses dirigeants? Au moment où je vous parle, la famine est en train de ravager toute une partie des populations du Nigeria, de la Somalie, du Yémen, du Sud-Soudan, d'Haïti. Rien qu'en France, plus de 130 000 tonnes d'aliments sont jetés chaque année. Nous, plateforme Jeunes Citoyens, notre volonté est d'expliquer au monde à travers les mots dont l'humanité fait face. Il ne s'agit pas surtout seulement d'exposer ces mots, mais aussi de proposer quelques alternatives, entre autres, au conflit en Syrie, la crise migratoire et les coulisses de ce trafic d'êtres humains, la crise au Yémen, en Irak, en Afghanistan, l'extermination des minorités sous le silence des médias, notamment au Tibet, en Tchétchénie, les chrétiens d'Orient, les Coptes, qui ont d'ailleurs été frappés par un attentat il y a quelques jours. Ensuite, la Libye, pendant et après Kadhafi. Quel avenir pour ce pays? La guerre économique entre les grandes puissances, le nucléaire, mais pour quelle raison? La notion de Proche et Moyen-Orient, les États qui les composent. Ensuite, ce qui a été le printemps arabe, les États concernés, ses causes, ainsi que les conséquences de cette révolution. Puis, parler des États du Golfe. Ensuite, le terrorisme, mais au nom de quel islam? Daesh, Al-Qaïda, l'État islamique, Boko Haram. De quoi s'agit-il? Également, nous tenterons avec l'aide des experts en la matière
d'expliquer que la crise syrienne est sans doute l'une des plus compliquées que le monde n'ait jamais connues au XXIe siècle. Nous tenterons, avec l'aide des experts en la matière, d'expliquer que la crise syrienne est sans doute l'une des plus compliquées que le monde n'ait jamais connues au XXIe siècle. À cause de la nature du régime de Bachar el-Assad, la nature du conflit, sa régionalisation, les soutiens étrangers, la complexité de l'opposition en place et de la région en général. Depuis 2011, selon les chiffres de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il y a eu plus de 200 000 civils tués. Cette situation est injuste. Sa population n'a-t-elle pas le droit de vivre en paix? Leur vie n'est même plus basée qu'un jour ils connaîtront la paix. Les familles séparées, les maris torturés aux yeux de leur famille, les enfants tués, les femmes lapidées. Les femmes et les enfants sont les premières victimes de ces attaques. Pourtant, les États s'étaient bien engagés à protéger leurs droits, notamment par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989, en son article 6. Je cite, « Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. » Ensuite, la Convention contre toute forme de discrimination à l'égard de la femme, adoptée le 18 décembre 1979, qui protège la femme. Puisqu'il s'agit de la femme, le 8 mars dernier, nous avons célébré la 39e journée internationale du droit de la femme. C'est pourquoi nous parlerons de toutes ces femmes qui se sont levées, parfois au détriment de leur vie et de leur liberté, à défendre leurs droits. Tout d'abord, Rosa Parks, première femme noire à dire non à la ségrégation raciale. Non, elle n'était pas d'accord avec cette loi qui séparait les personnes de couleur des personnes blanches. Elle refusa dans un bus de céder sa place à un homme blanc, comme la loi d'Alabama l'y obligea alors. Alors, pour cela, elle fut jugée et condamnée. Cet événement fut à l'origine la cause des luttes pour les droits civiques, qui déclencha quelque temps après un immense mouvement contestataire qui mettra fin en 1965, après d'un siècle de mépris et d'indignation envers la population afro-américaine. Ensuite, Malia Camara, militante pour l'indépendance de la Guinée, enceinte, elle s'était fait ouvrir le ventre d'un coup de sabre par les colons, au motif qu'elle s'opposait aux trucages d'élections législatives, dans une démarche cherchant à freiner l'ascension du mouvement anticolonialiste, le Rassemblement démocratique africain. Essayez de manière ludique de savoir si le développement du continent africain est-il une illusion. Car d'un côté, tous les atouts dont elle dispose dans certains pays par la magie de la nature se font appeler scandales géologiques. Alors que plus de la moitié de sa population ne gagne pas $1 par jour. De l'autre côté, l'Afrique, par ses diversités fascinantes, dans les langues, dans les coutumes, dans les manifestations folkloriques et artistiques qui s'inscrivent de nos jours dans ce qu'on appelle la transhumance. Les anthropologues parlent de pluriculturalisme pour faire face à cette interaction indéniable à leur mutation. C'est quoi le pluriculturalisme dans un monde où les cultures finissent entre elles par se confondre et s'entremêler? Est-il une recherche? Faut-il en profiter ou au contraire s'y opposer? Sous quel prétexte? Nous, plateforme Jeunes Citoyens, tenterons d'analyser avec l'appui des experts en la matière si nos modes de vie, notre couleur de peau ont-ils de nos jours un impact sur le vivre ensemble. Ce qui me fait anticiper la célèbre affirmation de Antoine de Saint-Exupéry, si tu diffères de moi, mon ami, sans avoir l'intention de me léser, tu m'enrichis. Ensuite, évoquer la paix. Ce simple mot de 4 lettres de l'alphabet a-t-elle un sens dans un monde caractérisé de nos jours par la violence et la haine? Concernant le défi climatique, je vais citer ici le résultat d'un rapport publié en 2007, donc il y a 10 ans, par l'ONG britannique Christian Aid, mais nul doute que les conclusions en sont aujourd'hui bien plus dures encore. On estime à près d'1 milliard le nombre de futurs migrants de l'environnement. Plus de 645 millions de personnes devraient d'ici quelques années se déplacer à cause des grands projets comme l'exploitation minière intensive ou la construction des barrages hydroélectriques, 250 millions en raison du réchauffement climatique, d'inondations ou de submersions du sol littoral. Et enfin, 50 millions au moins pour fuir les conflits engendrés par ces bouleversements catastrophiques. On verra les différents textes adoptés dans ce sens, des années 70 jusqu'aux accords de Paris de 2015. Au nom de toute l'équipe de Plateforme Jeunes Citoyens, ensemble, défions l'impossible, sauvons le monde, combattons le mal par nos actes et enfin, défendons les opprimés.